Donc, la prochaine conférence est commanditée par Pêche et Océan Canada. Et justement, je vais appeler Claude Normand, qui va nous parler du contexte légal encadrant les activités en rive sous la responsabilité du ministère des Pêches et Océans. Claude est biologiste de formation et détient une maîtrise en gestion de la nature et de ses habitats. Elle œuvre dans le domaine de l'écologie des milieux aquatiques depuis maintenant 20 ans, notamment au sein d'organismes de bassins versants et dans le milieu municipal, avant de s'installer depuis près de 10 ans chez Pêche et Océan, où elle occupe actuellement un poste de chargée d'équipe au sein du programme de protection du poisson et de son habitat. Elle a pu apprécier et comprendre les dynamiques écologiques reliées au milieu aquatique et elle a approfondi son intérêt et ses connaissances sur les différents enjeux environnementaux qui y sont reliés. Bonjour. J'ajoute une couche de légal dans cette journée. L'intention aujourd'hui était de venir vous présenter comment Pêche et Océan aussi légifère, mais surtout agit pour la protection du poisson et son habitat. Oui, je m'excuse, mais c'est toujours pas ma présentation en fait. Ah, parfait, merci. Comme je vous disais, mon intention, c'est de vous expliquer que fait le MPO en termes de génie végétal, les mandats du programme de protection et du poisson et de son habitat. Puis, j'utilise une approche un peu de cas de figure de comment on analyse les projets, puis leur application dans un contexte particulier de stabilisation de berge. Mon intention, c'est de démontrer comment les ouvrages de phytotechnologie peuvent permettre d'alléger grandement le processus d'analyse réglementaire du côté du MPO, du moins. Donc, rapidement, le MPO, ça couvre l'ensemble du Canada, comme vous vous en doutez, divisé en 7 régions qui ne sont pas nécessairement associées aux provinces du Canada. Au niveau de la région du Québec, on couvre la grande majorité de la province, là, sauf pour la région de l'Arctique. Puis, la majorité de nos équipes sont situées à l'Institut Maurice-Lamontagne à Montjoly, sauf pour une petite équipe très précieuse qui sont ici à Québec. Donc, nos mandats sont très variés, comme vous pouvez imaginer, l'hydrographie, la garde côtière. Moi, je vous parle aujourd'hui de la protection du poisson et de son habitat en particulier. Donc, le programme de protection du poisson, c'est un programme qui vise à conserver les écosystèmes aquatiques dans le but précis de protéger la pêche, donc la ressource poisson, en protégeant et en restaurant et en conservant ces habitats qui sont évidemment nécessaires pour la ressource. Donc, grosso modo, les grands piliers du programme, il y a évidemment les examens réglementaires dont je vais vous parler plus en abondance aujourd'hui, mais je voulais quand même mentionner les autres pans du travail qu'on fait, c'est-à-dire la planification intégrée, la collaboration, la concertation, la mobilisation. Ce qu'on fait aujourd'hui fait partie de nos mandats aussi. Puis, on a aussi une grande importance qui est accordée au processus de réconciliation avec les peuples autochtones, donc c'est quelque chose qui fait grandement partie aussi de nos réflexions puis de notre travail. Donc, si je plonge dans le vif du sujet, au niveau de la législation associée, il y a 3 lois qui sont appliquées du côté du MPO. Donc, la loi sur les pêches, qui est celle dont je vais vous parler plus en profondeur aujourd'hui. La loi sur les espèces en péril, au niveau des espèces aquatiques, évidemment. Puis, dans certains cas, la loi sur l'évaluation des impacts lorsqu'on a des projets de grande ampleur, par exemple un projet minier. D'abord, des définitions, ça va aller assez simple. Là, au niveau du poisson, c'est tout ce qui est... Et donc, un poisson qui inclut aussi ses parties, les œufs, les larves, etc. Puis, tout ce qui est mollusques, crustacés, animaux marins. Au niveau de l'habitat, c'est qu'on soit en eau douce, en eau salée. En fait, c'est toute aire dont dépend directement ou indirectement la survie du poisson, puis qui lui permet de réaliser ses différentes fonctions d'habitat. Donc, il n'y a pas ici de notion de tenure de terre, il n'y a pas non plus une notion de cours d'eau intermittent ou non, ou de bonne qualité ou de mauvaise qualité. À partir du moment où le poisson va réaliser à un moment de l'année une fonction d'habitat à cet endroit-là, on considère que c'est un habitat du poisson. Les éléments qui sont encadrés par la loi sur les pêches, il y a évidemment la mort du poisson par une activité autre que la pêche. Il y a la destruction, détérioration, la perturbation de l'habitat du poisson. L'obstruction à la libre circulation, qui est aussi un élément qui est important pour nous. On travaille aussi au niveau des espèces aquatiques envahissantes. La loi sur les pêches encadre aussi le rejet de substances nocives, mais c'est des articles de loi qui sont appliqués par Environnement et Changement climatique Canada. Donc,
Rapidement, 2 articles principaux qui sont le centre de notre travail. Donc, la mort du poisson, c'est interdit de causer la mort, comme je le disais tantôt, pour une activité autre que la pêche. C'est aussi interdit d'exploiter un ouvrage qui va détruire, détériorer ou perturber l'habitat du poisson, sauf si on détient une autorisation du ministre. La façon dont, je vais aller aussi avec les espèces en péril, assez rapidement. Donc, il est interdit de tuer, de nuire et d'harceler une espèce en péril. Il est aussi interdit de détruire un élément de son habitat essentiel. Tout ça s'applique aux espèces qui sont inscrites à l'annexe 1 de la loi sur les espèces en péril. Donc, je liste ici le processus d'examen d'un projet. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau de la loi sur les pêches, le promoteur, le concepteur, est responsable de s'assurer que son projet, à proximité ou dans un habitat de poisson, ne cause pas un effet interdit, soit la mort ou une destruction, une détérioration. Sinon, il doit déposer une demande d'autorisation. Par contre, le ministère offre le service d'examiner le projet puis de collaborer avec le promoteur ou le concepteur pour en atténuer, éviter les impacts, de façon évidemment à ne pas avoir besoin d'obtenir une autorisation pour son projet. Donc, il y a tout un cheminement qui est fait là, en collaboration avec le promoteur, dans lequel, éventuellement, il est possible de sortir si on considère éventuellement que le projet ne représente plus un risque de causer un effet interdit pour le poisson. Donc, dans un tel cas, là, vous voyez les flèches de sortie du processus. On va émettre un avis à l'effet qu'on considère que si le projet est réalisé tel que discuté, avec les mesures d'atténuation et d'évitement qui ont été discutées, une autorisation n'est pas requise. Si jamais on se rend jusqu'à la demande d'autorisation, bien là, on tombe dans un processus où on doit obtenir un projet de compensation, puis effectuer une consultation là, auprès des peuples autochtones. Donc, mon intention, c'était de passer un petit peu à travers de ces différentes étapes-là pour vous montrer, à l'aide d'exemples, comment on analyse les projets, puis comment on peut faire en sorte d'éviter, d'atténuer leur impact pour éventuellement éviter une autorisation. Donc, d'abord, au niveau de la demande d'examen, nous, ce qu'on a besoin d'obtenir de la part du promoteur du projet, c'est, comme vous en doutez, là, tout ce qui touche le milieu dans lequel le projet va s'insérer. Notre intention, c'est de voir, en fait, comment le projet va affecter l'habitat du poisson, les fonctions d'habitat. Donc, on va évidemment s'attarder aux espèces qui sont présentes, parce que selon les espèces, on n'a pas les mêmes besoins en termes d'habitat du poisson. On va s'attarder aussi aux caractéristiques. Est-ce qu'on a des herbiers? Est-ce qu'on a une végétation sur la rive? Quel est le type de substrat qu'on va comparer avec les espèces qui sont susceptibles d'être présentes? Donc, une rivière à saumon ne va pas permettre les mêmes fonctions d'habitat pour les mêmes espèces qu'une rivière plus dans le sud du Québec, par exemple, où on a des espèces qui vont chercher plus des herbiers ou une végétation. Puis, la nature du projet lui-même, évidemment, on a besoin d'avoir une description quand même assez précise de comment le projet s'insère dans le milieu, les empiètements, la remise en état aussi, les méthodes de travail. Ce qu'on cherche à savoir, c'est comment le projet va impacter le milieu, la différence entre avant et après le projet, puis durant le projet aussi. Donc, je vous présente 2 exemples qui sont situés sur des rivières très similaires. L'idée, ce n'est pas de nécessairement juger les projets, mais juste de montrer comment le traitement peut être différent selon la nature du projet qui nous est présenté. Dans les 2 cas, ce sont des stabilisations de berges qui visent à protéger une infrastructure routière. Donc, dans les 2 cas, on a des processus d'érosion qui menacent l'infrastructure. Donc, ce sont 2 rivières à saumon avec des milieux très, très similaires, donc qui procurent des fonctions d'habitat qui sont assez marginaux, par exemple, dans ce cas-ci, parce que la rive, elle est déjà dévégétalisée, puis on voit qu'au niveau de l'habitat du poisson, c'est assez limité. On me proposait quand même un enrochement qui était subséquent sur une certaine longueur avec un empiètement. Puis, il y avait un effort quand même qui était effectué d'avoir une végétation sur l'enrochement. Au niveau des travaux, on est en milieu confiné, puis on travaille là, en plein été. Je présente mon 2e exemple, donc ça va toujours être les mêmes exemples qui reviennent, puis on va passer à travers le processus comme ça. Encore ici, une rivière à saumon, le même genre de milieu. Par contre, dans ce cas-ci, on avait une rive qui était relativement végétalisée, même si les végétaux sont menacés par le processus d'érosion. Ceci étant dit, le processus d'érosion, c'est un processus qu'on favorise idéalement lorsqu'on n'a pas d'infrastructure à protéger, évidemment, puis on essaie d'éviter le plus possible de l'artificialiser. Dans ce cas-ci, on nous proposait un ouvrage de caisson végétalisé. Avec un enrochement en pied de berge. Puis, mais les méthodes de travail étaient relativement les mêmes.
Donc, au niveau du travail d'évitement et d'atténuation, ce qu'on va chercher à discuter avec le concepteur ou le promoteur, c'est de justifier d'abord le projet. Évidemment, on essaie de sortir de l'eau, on essaie de sortir de l'habitat du poisson, donc le plus qu'on peut. À partir du moment où on a une justification qui est bien établie, là, on essaie de voir comment des techniques moins invasives pourraient être appliquées. Donc, c'est ici où on essaie de voir comment on pourrait incorporer plus de végétaux, plus de génie végétal. On essaie de discuter sur comment on peut atténuer l'impact de l'ouvrage en changeant la conception, en ajoutant des composantes plus naturelles. Puis, on va travailler après ça à la remise en état. Puis, au niveau des méthodes de travail, bien, il y aura des périodes sensibles à respecter. Par exemple, dans ce cas-ci, la rivière à saumon, le saumon étant une espèce qui a des périodes sensibles presque toute l'année parce qu'on ferait en automne. Les œufs sont dans le milieu tout l'hiver, puis ils éclosent au printemps. Donc, la période où les travaux sont le moins risqués est quand même assez astreinte. Donc, c'est tous des éléments qu'on va essayer de s'assurer qu'au niveau des travaux comme tels, on va diminuer les impacts le plus possible. Je reviens avec mes exemples. Donc, dans ce cas-ci, on a encastré le plus qu'on pouvait, la proximité de la route étant quand même limitante. Puis, on a tenté d'ajouter une composante végétale le plus possible dans l'enrochement. On est dans des rivières en Gaspésie aussi. Il y a une certaine hydraulicité qui cause quand même des questionnements techniques. Mais bon, il y a quand même eu un certain effort de végétalisation qui est fait ici. Puis, au niveau des méthodes de travail, on travaille en milieu confiné dans la période qui était prescrite. Ce qu'il faut savoir ici aussi, non, je vais le dire plus loin, je m'excuse. Au niveau de l'exemple 2, donc c'était des caissons végétaux qui nous sont proposés, ce qui nous permet quand même d'avoir une végétation, dans ce cas-ci, qui descend plus bas, plus près de l'habitat du poisson. Mais on ne pouvait pas encastrer davantage, donc il y a un empiètement dans l'habitat du poisson qui est généré quand même par le projet. Puis, on a une végétation aussi qui est assez conséquente, une végétation indigène. Au niveau des méthodes de travail, tout est fait pour atténuer le plus possible les impacts. Donc là, c'est là où l'analyse du biologiste au MPO va entrer un peu plus en ligne de compte. Là, une fois que notre travail de collaboration puis de négociation est pas mal atteint sa limite, on doit évaluer quel est l'impact résiduel du projet dans le milieu. Donc, est-ce qu'il y a une perte d'habitat du poisson, c'est-à-dire une destruction par l'empiètement? Est-ce qu'il y a une modification permanente des conditions? Donc, on perd de la végétation ou on en ajoute dans certains cas. Est-ce que aussi on change le substrat? Évidemment, on durcit la berge. Puis, quelles sont les modifications temporaires? Donc, durant les travaux, est-ce qu'il y a des perturbations conséquentes qui vont être créées là, pour le poisson? Tout ça nous permet d'évaluer un certain risque pour l'habitat du poisson. Donc, est-ce que notre projet crée un impact permanent suffisant pour impacter la capacité du poisson à réaliser ses fonctions d'habitat? Puis, on se rappelle qu'une rive, comme vous en doutez, ça a des fonctions, oui, de qualité d'eau, puis de filtration de ce qui arrive dans l'arrière, mais c'est aussi des fonctions directes, là, comme l'abri, comme l'alimentation, puis toutes les fonctions qui peuvent être réalisées par le poisson sur le bord de la rive. Donc, on regarde tout ça, on regarde à quel point donc, notre projet a un impact sur ces fonctions-là. Sur la rareté aussi, donc c'est vraiment du cas par cas. Dans le système, est-ce que ces fonctions-là sont présentes en abondance? Est-ce que le fait de réaliser ce travaux-là à cet endroit-là fait en sorte qu'on limite après ça la réalisation de certaines fonctions? Est-ce qu'il y a des risques pour, par exemple, une frayère ou une fosse qui serait à proximité? Donc, on fait vraiment une analyse biologique du système. On regarde aussi ce qu'il y a déjà, donc, par exemple, une rivière qui est déjà très enrochée, très artificialisée, comment ce projet-là s'ajoute aux autres impacts qui sont déjà présents. C'est une analyse qui est à la fois quantitative, mais surtout qualitative en fonction vraiment des besoins biologiques des espèces de poissons qui sont présentes. Puis, on évalue quand même la superficie en termes d'ampleur relative par rapport au système, puis de l'intensité de la différence de notre habitat entre avant et après le projet. Puis, au final, il y a une décision qui est prise à savoir si on juge qu'une demande d'autorisation devrait être déposée selon le risque là, de causer un effet interdit au poisson et son habitat, c'est-à-dire de nuire à la capacité de l'habitat de soutenir les fonctions d'habitat pour le poisson. Comme je l'ai mentionné tantôt, au niveau précis des stabilisations de berge, nos enjeux, c'est l'empiètement, donc la perte d'habitat du poisson. C'est la perte de qualité de la bande riveraine aussi, c'est-à-dire la végétation, l'ombrage, tout ce que j'ai mentionné tantôt. Puis,
l'apport de sédiments pendant les travaux, mais aussi dans un autre sens, la réduction des apports de sédiments, le fait d'artificialiser des berges à répétition qui vient éventuellement influencer les processus hydrogéomorphologiques, puis ce qui, au final, peut nuire quand même aux poissons dans un système. Le passage du poisson est aussi un élément auquel on va s'attarder. Dans certains cas, des conceptions ou à la durée des travaux, surtout, peuvent nuire au passage du poisson. Donc, je reviens à mes exemples. Mon exemple 1, qui était l'enrochement. Dans ce cas-ci, donc, on avait un empiètement. C'est au niveau des impacts. L'empiètement, l'adurcissement de la berge, une certaine perturbation pendant les travaux. Dans ce cas-ci, l'importance de l'habitat était quand même jugée faible à moyenne, mais ce qu'il faut juger, c'est que c'est une rivière où il y a déjà plusieurs enrochements. C'est un endroit où on a tendance à artificialiser la berge parce qu'on doit protéger donc, cette route-là. Ce qui fait qu'à long terme, on considère que cet ouvrage-là, malgré la végétation, mais qui est sur le dessus de l'enrochement et qui ne permet pas de retrouver des fonctions d'habitat comme une rive naturelle pourrait le permettre, crée un certain enjeu un risque qu'on juge présent, ce qui fait que ce projet-ci devait faire l'objet d'une demande d'autorisation, puis des étapes suivantes. Au niveau de notre deuxième projet, donc on avait encore ici un empiètement. On a une certaine artificialisation parce que ça demeure une rive qui est fixée, mais on a une végétalisation qui est assez importante pour nous permettre de retrouver des fonctions d'habitat pour le poisson, donc une végétation qui est surplombante, qui va permettre de l'abri, qui va permettre de l'alimentation. La superficie était quand même un peu plus petite, ce qui fait que dans ce cas-ci, considérant les fonctions d'habitat qui demeurent possibles à, je dirais, moyen terme, à condition évidemment que la végétation fonctionne bien, dans ce cas-ci, on considérait que le risque était faible, puis on n'a pas eu besoin de demander une demande d'autorisation dans ce cas-ci. Il y a quand même des suivis qui sont assortis, souvent pour ce genre de projet-là, parce qu'on doit s'assurer que les fonctions d'habitat qu'on s'attendait à retrouver le sont effectivement. Mais dans la mesure où le projet est réalisé tel que entendu, puis que le succès est au rendez-vous, on considère que le risque pour le poisson sur son habitat était relativement faible ici. Donc là, je parlais beaucoup de rivières à saumon, donc il y avait certaines caractéristiques, mais d'autres éléments qui sont très importants aussi à considérer dans d'autres types de milieux. Ça peut être la présence d'herbiers. Par exemple, si on a des espèces qui ont des cycles vitaux qui nécessitent de faire des fonctions d'habitat dans ce type d'habitat-là. L'accès à la plaine inondable, l'accès à la plage aussi en milieu marin. Donc, tous ces éléments-là sont aussi évalués. Donc, au-delà de l'empiètement, on va chercher à voir quel est l'habitat qui est touché. Puis, les espèces en péril aussi sont une composante vraiment importante parce que pour plusieurs espèces en péril, la composante de la bande riveraine fait partie de l'habitat essentiel. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, pour continuer le processus, lorsqu'on doit obtenir une autorisation, on doit ici aussi développer un projet de compensation. C'est un projet qui doit obligatoirement être un aménagement dans l'habitat du poisson qui va être jugé pertinent et suffisant. Encore ici, c'est une analyse qualitative, c'est-à-dire qu'on souhaite que le projet de compensation permette le plus possible de viser les mêmes espèces et les mêmes milieux, mais minimalement répondre à une problématique qui est documentée. Puis on va favoriser la restauration d'habitats qui a été dégradé dans le passé. C'est assorti à des conditions, évidemment, de réalisation, de suivi. Il y a une obligation de résultat associée au projet de compensation. Tout ça est la responsabilité du promoteur. On tente quand même de l'accompagner dans la recherche de projets, puis dans le développement aussi de la documentation des problématiques de restauration qui sont à développer. Puis, il y a aussi tout ça aussi s'inscrit dans une consultation qui est faite auprès des communautés autochtones pour lequel le territoire sur lequel ont lieu les travaux, pour lesquels ils ont un intérêt en fait pour le territoire. Donc, on va les consulter à la fois sur le projet qui doit être autorisé, mais aussi sur la compensation qui est proposée. Fait que voilà, donc les éléments que je souhaitais retenir, c'est qu'au niveau de la loi sur les pêches, c'est une loi qui vise à protéger la productivité des pêches. Donc, c'est vraiment une loi qui vise la ressource. C'est pas, dans son essence, c'est pas une loi environnementale, mais c'est une loi qui vise à protéger le poisson, mais qui dit poisson sain dit habitat sain aussi, donc ça va quand même ensemble. C'est une loi qui est basée sur une analyse de risque, donc au cas par cas, selon les espèces, les caractéristiques, les fonctions d'habitat. Donc, c'est vraiment important quand on développe un projet d'être conscient de dans quel milieu on s'insère, puis comment on peut le plus possible avoir un projet qui va être adapté à ce milieu-là, à ces espèces-là. Puis, donc,
il y a une importance de travailler sur l'évitement, l'atténuation, puis les projets, évidemment, de phytotechnologie, de génie végétal. Plus on est près d'une fonction d'habitat qui est naturelle, plus on va alléger là, de notre côté le processus d'analyse, évidemment. Voilà, ça fait le tour pour ma présentation. Merci Claude pour ces illustrations de la réglementation. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, Salut. Nicolas Stamfli, Ville de Montréal, ça va bien? Oui. Merci pour la présentation, super intéressant. Comme d'habitude, il y a ce qu'on comprend, c'est que dans l'analyse, il y a des aspects quantitatifs, il y a des aspects qualitatifs. Puis, même avec les deux exemples, ça demeure difficile pour les gens qui sont à l'extérieur des équipes qui font l'analyse d'être capable de se projeter puis de prévoir ce qui va être ou la façon dont les projets vont être reçus. Vous avez pas il n'y a pas d'outils qui sont à disposition pour essayer de plus comprendre ou de cheminer un peu plus avant de contacter le MPO pour savoir comment adapter les projets ou présenter les projets de façon, en fait, faire la conception de façon plus intéressante. Parce que le fait qu'il y ait du qualitatif puis du quantitatif, ça devient très difficile de prévoir l'issue des délibérations. Je comprends l'effet que ça donne. Deux angles peut-être de réponse. D'abord, c'est pour ça que c'est important de s'associer avec des biologistes ou avec des gens qui vont bien comprendre le milieu parce que c'est vraiment au cas par cas. On souhaite que le projet soit adapté au milieu. Donc, moins le projet va impacter les espèces et le milieu présent, plus le processus va être allégé. Pour ce qui est des balises ou d'encadrement, on essaie de développer des balises pour différents types de projets. Là, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise sur le passage du poisson dans les dernières années. On a des lignes directrices et des guides. Là, au niveau de la restauration de berges, on essaie de développer de plus en plus ça. Là, ce qu'on fait aujourd'hui fait partie aussi de notre intention, d'asseoir les gens ensemble et de voir comment on peut améliorer les conceptions. Là, nous, MPO, on ne peut pas obliger des méthodes, donc on se doit juste d'évaluer comment le projet proposé a un impact sur l'environnement puis sur le projet. Donc, c'est pour ça que c'est la responsabilité du promoteur. Donc, c'est vraiment au cas par cas, le même projet, la même conception va avoir un impact différent selon le milieu dans lequel il s'insère. Donc, c'est aussi difficile d'avoir une recette aussi qui est applicable d'un endroit à l'autre. C'est la meilleure réponse que je peux te donner. Merci. Allez-y. Oui, bonjour. Pierre-Étienne Lessard, Changlobe. En fait, je vais faire du pouce sur la question peut-être plus ciblée aux phytotechnologies, justement, là, pour les stabilisations. Est-ce qu'il y a des plans de peut-être rendre... parce que visiblement, l'MPO est derrière les méthodes de phytotechnologie. Là, donc, est-ce qu'il y a des plans de rendre ça un peu plus explicite là, pour la population en général, puis peut-être en ayant des exemptions là, réglementaires, quelque chose comme ça, pour aider des fois les concepteurs à convaincre le donneur d'ouvrage d'y aller vers une méthode de phytotechnologie parce que, après, mettons, il n'y a pas besoin d'avoir de compensation derrière. Je comprends que ce que tu aimerais avoir, c'est un genre de pamphlet publicitaire qui dit si tu mets des phytotechnologies, tu as moins besoin d'autorisation. Pas nécessairement un pamphlet. C'est ça, je pense qu'il y a des exemptions. Comme dans le RAFI, par exemple, il y a des exemptions là, ciblées. Donc, on est capable de dire aux clients, oui, regardez, si on y va vers cette méthode-là, on n'aura pas à compenser financièrement ou autre. C'est difficile parce que, comme tu as pu constater, notre loi n'est pas faite avec des règlements, puis on ne veut pas aller précisément non plus là-dedans. Ça reste au cas par cas. Par exemple, ta phytotechnologie, ça vient détruire un herbier de chevalier cuivré, tu ne t'en sortiras pas, là, tu vas quand même avoir besoin d'une autorisation. Fait que c'est vraiment de publiciser comment l'habitat du poisson est considéré. On a un site web là, qui est simili intéressant pour ça pour l'instant. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on essaie. Mais si vous avez des conseils ou des idées, on les prend. Là. L'équipe sur laquelle je travaille en ce moment tente d'améliorer justement ce genre de message-là. Là. Ouais. Merci. Merci. On a encore 2 minutes. Si vous pouvez faire un rapide pour les questions, que chacun puisse s'exprimer. Oui. Salut, Félix Lauzon du comité ZIP du Sud de l'Estuaire. Je comprends que le but, c'est de protéger l'habitat du poisson, puis qu'en protégeant l'habitat du poisson, on finit par protéger beaucoup d'habitats, mais est-ce qu'il y a une volonté de mettre dans la réglementation ou dans le processus d'analyse, l'analyse de la valeur intrinsèque de l'écosystème lui-même, pas juste de notre impact sur l'habitat du poisson?
Tu veux dire de considérer l'écosystème plus en entier? Oui, c'est ça, parce que je comprends que l'analyse est toujours faite comme en partant du fait qu'on protège l'habitat Ouais. du poisson, de la ressource, mais des fois, on ne veut pas juste protéger la ressource, on veut protéger l'écosystème aquatique au complet. Oui, je comprends. Ben, comme je le disais tantôt, c'est la plus vieille loi au Canada. Là. C'est une loi qui protège le poisson comme ressource. Je ne pense pas que ce soit envisageable qu'elle soit changée, mais le regard qu'on porte, par contre, sur les composantes de l'habitat, lui, il évolue. Par exemple, les processus géomorphologiques, il y a quelques années, on n'avait pas nécessairement cette lunette-là. Maintenant, de plus en plus, on considère comment d'intervenir sur un impact géomorphologique qui va influencer l'habitat du poisson, mais c'est sûr que notre objet d'analyse, c'est toujours l'habitat du poisson. Là. On ne s'en sort pas vraiment. Mais l'habitat indirect aussi peut être considéré. La rive en est une, là, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur de l'eau peut avoir... Mais bon, c'est ongoing, je te dirais. Mais la loi comme telle, l'intérêt aussi de cette loi-là, c'est qu'elle permet aussi une évolution de la façon dont on l'applique. Puis après ça, bien, il y a des politiques puis des différents outils d'encadrement qui nous sont fournis. Mais oui, je te dirais que ça évolue constamment. Là, selon ma propre expérience, je le vois évoluer. C'est bon, merci. Ouais, très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Yannick Bélanger, agronome chez Groupe Conseil UDA, directeur de projet. Je voulais savoir, au niveau des déclencheurs pour une demande d'examen, est-ce que c'est tous travaux pouvant affecter l'habitat du poisson, dans le fond, sur n'importe quel cours d'eau? En fait, il n'y a pas de déclencheur dans le sens où vous n'êtes pas obligé de déposer une demande d'examen. La demande d'examen, c'est comme un service qu'on vous offre pour voir si tu aurais besoin d'une autorisation. Mais on part du principe que tout projet qui se fait dans l'habitat du poisson est susceptible d'avoir un impact. Donc, de déposer une demande d'examen, c'est comme une valeur sûre pour qu'on travaille ensemble à évaluer les risques. OK. Fait Ouais. il n'y a pas d'exemption comme au niveau provincial? Non, il n'y a, OK. a pas d'exemption. Mais c'est pas vrai. Il y a certains codes de pratique qui existent dans certaines catégories de projets, là, genre un démantèlement de barrage de castor. Il y a certains projets particuliers pour lesquels on a un code de pratique qui a été publié. Puis si tu respectes cette façon de faire-là, c'est comme une pré-analyse. Là. On juge que le risque est faible, fait que tu peux aller de l'avant. Pour l'instant, il n'y a rien de tel pour les stabilisations de berges. Fait que c'est toujours recommandé de le déposer. Là, c'est un service qui ne coûte rien. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci, Claude, pour cette présentation.